Bienvenue dans cette deuxième partie de la journée d'études littéraires consacrée à l'édition africaine et la fabrique de la littérature. C'est une journée, je le répète pour ceux qui nous rejoignent cet après-midi, une journée qui a commencé ce matin, qui est sous la direction de Jean-Michel Deveza, professeur spécialiste des littératures francophones extra-européennes à l'Université de Limoges. Et je vous rappelle aussi que cette journée d'études, pour ceux qui nous rejoignent, est une manifestation organisée dans le cadre de la Semaine des Afriques. Ici, en Nouvelle-Aquitaine, nous sommes présents et nous sommes heureux d'être présents dans ce bel auditorium de la Mecca de Bordeaux, l'auditorium de l'ALCA. Nous sommes présents en chair et en os et nous sommes présents en ligne, vous le voyez, à travers ce multi-écran et des intervenants qui vont venir parler depuis les quatre coins du monde. Nous sommes ici par les réseaux sociaux et aujourd'hui, en ce début d'après-midi, je me présente, je m'appelle Nirina Ralanto-Haritsimba, je préside le début de l'après-midi de cette journée après-midi d'études. Je suis auteure bordelaise et métisse franco-malgache, donc particulièrement touchée par ce sujet d'aujourd'hui. Je vois que Boubacar Boris Diop lève la main. Il nous salue. Bonjour Boubacar Boris Diop, bonjour Affaire d'Ulysse, bonjour aux intervenants que nous allons écouter tout à l'heure. Donc, nous sommes en début d'après-midi. Nous avons ce matin parlé de ce caractère particulier et pionnier que ce colloque, cette journée d'études nous apporte aujourd'hui, qu'effectivement, depuis ce matin, pour ceux qui nous rejoignent, les intervenants sont venus enrichir, sont venus dynamiser les recherches sur les productions africaines en français. Et nous avons interrogé cet espace littéraire africain. Nous l'avons interrogé, nous l'avons décrit sous différents angles. Alors, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent. Nous avons parlé du concours de théâtre africain grâce à Céline Gouangou. Nous avons parlé des écrivains éditeurs du Gabon grâce à Silver Bondobari. Nous avons parlé aussi de l'expérience éditoriale au Togo avec Kangni Alem. Et nous avons parlé avec Samy Tchak aussi de la présence ou non d'un éditeur. Tous ces sujets sur le fait littéraire, la multidimensionnalité du fil littéraire en Afrique, comme le cite Kangni Alem, nous pose question. Et aujourd'hui, en cet après-midi, deuxième partie, nous allons élargir le questionnement puisque émerge une grande question sur l'avenir de cette fabrique de la littérature et de l'édition africaine. C'est l'émergence de nouveaux défis. Ces nouveaux défis, les solutions, nous allons en parler avec Frédérique Toudoir-sur-la-Pierre, ici présente avec moi dans l'auditorium d'Alca. Elle est professeure des universités à l'université de Limoges. Elle a organisé 3 colloques avec un ancien doctorant et aujourd'hui docteur Hetman Sall. Très intéressant colloque, l'un sur les francophonies noires, le deuxième sur les rébellions francophones, le troisième sur les utopies francophones. Ce troisième colloque sera publié aux presses universitaires de Limoges puisque Frédérique Toudoir-sur-la-Pierre est professeure à l'université de Limoges et qu'elle est aussi auteure d'essais critiques aux éditions de Minuit. Frédérique, vous avez 20 minutes, après quoi nous aurons 10 minutes de discussion avec l'auditoire en présence, mais aussi en ligne. Oui, bonjour à tous. Je vous remercie pour cette présentation. Je voulais d'abord remercier Jean-Michel Deveza de m'avoir invité à participer à cette journée qui s'avère fructueuse. Alors, les nouveaux défis des éditions africaines, vous avez vu, j'ai mis des pluriels partout. Donc, on verra si c'est légitime. Édition, effectivement, il me semblait qu'il y avait une pluralité. On verra si c'est réel ou non. Et puis, nouveau, enfin, on pourra se demander aussi à partir de quand on décide que c'est nouveau ou non. Alors, évidemment, la question que je voudrais me poser, c'est quel type de littérature fabriquent les éditions africaines finalement, comment caractériser cette fabrique? Est-ce qu'elle est insulaire, archipélique, rhizomique, labyrinthique? Est-ce qu'on peut parler d'un écosystème propre ou alors est-ce que finalement elle découle d'un modèle nordique? Et deuxième lot de questions, j'ai envie de dire, comment penser, le modèle des éditions africaines par rapport au mouvement des indépendances africaines, en fait. Est-ce que finalement il faut le penser de manière analogique, c'est-à-dire avec cette notion d'indépendance?
Alors, je voudrais donner rapidement le cadre, ce que j'appellerais le cadre épistémologique de ce travail. Pour le dire très rapidement, essayer de réfléchir à quel type de défi doit relever l'édition ou les éditions africaines. Évidemment, on prendra en compte des questions de politique nationale. Je vais vite quand c'est une chose qui me semble quand même évidente, de ligne éditoriale. Les enjeux, évidemment, intellectuels ou éthiques, les problèmes conjoncturels, on pense évidemment à la crise du Covid, et également les problèmes structurels, problèmes de diffusion-distribution, absence de politique publique, le problème des taxes. Mais surtout, j'insisterai en fait dans ce préliminaire sur ce que j'appellerais un problème épistémologique, c'est-à-dire ce que j'appellerais la pérennité des maisons d'édition, c'est-à-dire en fonction des création, fusion, autonomisation, disparition des maisons. Et ce qu'on a un peu évoqué rapidement ce matin, c'est la question de la validité des informations, c'est-à-dire quand on cherche à réfléchir sur les éditions africaines, il me semble que ça pose vraiment la question de ce que j'appellerais de la durabilité ou la question de la durée, mais à deux niveaux. Durabilité des informations, c'est-à-dire est-ce que moi, si je prends une interview qui date de 2018 ou des chiffres datant de 2018, à quel point sont-ils encore opérants? Est-ce que c'est opérant pour réfléchir sur les nouveaux défis? Et d'autant plus qu'on sait que le contexte africain peut être politiquement changeant et non durable. Est-ce qu'il faut aussi intégrer un autre facteur temps que serait la crise du Covid? C'est-à-dire, est-ce que ça indiquerait qu'il nous faudra intégrer un facteur de retardement dans ces défis? On aurait finalement tout décalé d'un an ou d'un an et demi ou de 2 ans, ce que j'appellerais un facteur de correction temporelle. Mais deuxième réflexion sur cette notion de durabilité, finalement, les problèmes sont-ils réglés ou non? C'est-à-dire que les défis de demain ou les nouveaux défis, est-ce que ce n'est pas aussi des défis d'hier qui n'ont pas été réglés, ou des défis d'avant-hier qui n'ont pas été réglés? Et on verra qu'il y a effectivement des défis qui reviennent, en fait, qu'on voit revenir de manière récurrente. Rapidement encore dans ce cadre épistémologique, la question, une notion qui va guider ma réflexion, c'est cette question de l'indépendance ou de l'autonomie. Puisque vous savez que c'est des notions qu'on retrouve à l'indépendance de l'édition africaine. Alors l'autonomie, c'est l'idée qu'on obéit à sa loi propre, alors que l'indépendance, c'est je ne dépends pas des autres. Autrement dit, c'est soit un rapport à soi, soit un rapport à l'autre. Et je me dis que faire dans ces revendications d'autonomie et d'indépendance des maisons d'édition, que faire des notions d'interaction, de synergie, de fédération, de coopération ou de mutualisation? J'essaierai d'y répondre, bien sûr. Et un dernier mot sur le corpus. J'ai choisi des cas particuliers de manière en Afrique, donc de manière éparse. Et je me demanderai à quel point on peut généraliser, c'est-à-dire proposer une sorte de typologie des éditions africaines. Alors j'ai choisi, pour ne pas être trop longue, je rappellerai simplement, quand on réfléchit sur les éditions africaines, depuis, on va dire, les années 60, on voit effectivement que des défis, que c'est souvent d'abord verbalisé en termes de défis, que le terme défi revient souvent, et que des questions, et que ces défis sont récurrents. Je dirais par exemple, je reprendrai par exemple ceux qui ont été évoqués lors de la rencontre à Dakar en 2014. Diversité linguistique, promotion et diversité des productions éditoriales, coopération entre éditeurs, diffusion et circulation du livre, et puis un petit nouveau, le numérique qui revient tout le temps. Et c'est ce qu'on va essayer aussi d'analyser, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est peut-être ce qui constitue l'un des nouveaux défis. Une autre question qui est également récurrente, qui peut constituer un défi, c'est est-ce que finalement on a affaire à une industrie du livre en Afrique? Alors je vous propose, si j'en ai le temps, ce que j'ai appelé 3 défis. Le premier, le succès. Alors peut-être faut-il être pas trop ironique quand même, je le prendrai vraiment ni sarcastique en fait, j'ai pas envie de l'être. Donc le premier, le succès, la jeunesse et le livre numérique. Alors le succès, effectivement, il me semble que le succès, c'est le premier défi. Et je voudrais donner trois exemples qui me donnent à réfléchir sur ce défi des éditions africaines. En prenant, pour commencer, les éditions Barzakh à Alger, qui ont publié Kamel Daoud et Kawther Adimi. Alors je noterai d'emblée que, par exemple, Kawther Adimi a publié chez Barzakh en mars 2009, elle écrit son premier roman, mais part s'installer à Paris. Et ce premier roman, L'envers des autres, est publié ensuite chez Actes Sud en 2011, en changeant de nom,
puisqu'il était intitulé Des ballerines de Papicha. Et c'est son roman Nos richesses, qui est publié au Seuil en 2017, qui l'a fait connaître. Deuxième nom connu, évidemment, de ces éditions, l'écrivain Kamel Daoud, qui joue un rôle précurseur. On connaît son succès de Meursault contre enquête, publié en 2013 aux éditions Barzard, et publié ensuite chez Actes Sud. Qui a racheté les droits? La notion de cession des droits, c'est une question qui revient de manière récurrente et qui n'est pas du tout anodine. Et juste, je voudrais donner un chiffre, 15 000 exemplaires vendus donc en Algérie, aux éditions Barzard, et 260 000 en France. Il me semble que là, il y a quand même un facteur de décalage et quand on sait ce que c'est que la cessation des droits pour un auteur, c'est pas grand-chose. L'auteur ne touche pas grand-chose à partir du moment où il cède ses droits. Et donc, il me semble que là, il y a quand même un facteur qui dit quand même qu'il y a une forme, j'ai envie de dire, d'inégalité de publication. On disait parler de toucher un lecteur, mais là, qui me semble massif. Néanmoins, ce succès va profiter, on va dire, aux éditions Barzard, qui vont, par exemple, lancer une librairie à Alger, donc finalement qui est un élément important de la diffusion des livres, de l'accès des livres pour les lecteurs, et aussi ce que réclame Kamel Daoud. Alors je ne sais pas à quel point on peut dire que c'est de la promotion, j'ai envie de dire, intellectuelle, mais que finalement la littérature, c'est un espace qui échappe à la censure, et donc il le revendique comme un espace de liberté. Et donc cette idée que finalement le succès éditorial, c'est aussi une façon pour les écrivains d'accéder à une forme de liberté. Et donc je voudrais citer ce que dit Arzeki Aïd Larbi. Il dit: je publie, alors c'est pas évidemment, c'est une autre édition, à des éditions Coucou, je publie ce que j'ai envie de publier. Le contrôle se fait d'une autre manière. L'État donne des subventions aux maisons d'édition, ce qui crée deux groupes: des éditeurs clients de l'État et ceux qui ne survivent que grâce aux lecteurs. Et donc, il montre une sorte de dichotomie intellectuelle entre ceux qui auraient fait le choix finalement de la liberté et ceux qui auraient fait le choix des subventions. Un deuxième exemple de succès, me semble-t-il, c'est celui on en a parlé rapidement ce matin, de l'écrivaine Djaïli Amadou Amal, de la littérature camerounaise, et de son éditeur, des éditions Proximité, et de son éditeur François Knémé, qui déclare donc en avril 2021: nous devons faire de nos écrivains camerounais des stars. Alors, on remarquera qu'il a eu j'ai envie de dire le nez creux, puisque Djaïli Amadou Amal vient de remporter le Goncourt des lycéens avec son roman Les Impatientes. Vous remarquerez qu'on est passé finalement que le titre original, c'était Munial, les larmes de la patience, Munial qui veut dire patience. On est passé de la patience à l'impatience, d'une certaine manière, inversion qui dit peut-être ce passage du sud au nord, et que pour Munial, les larmes de la patience, le livre a été vendu à 10 000 exemplaires, ou Proximité a gardé ses droits de diffusion. Et si on s'intéresse à cette maison d'édition Proximité, il me semble que le trajet de cette maison d'édition donne à réfléchir. Pourquoi? Parce qu'on retrouve cette idée que deux idées que développait François Knémé donc en 2015, donc avant le succès d'Amadou Amal, en disant: je veux éditer donc des auteurs locaux, et je veux faire connaître des ouvrages qui ont connu le succès ailleurs. Autrement dit, une sorte de double enjeu, je dirais, d'une exportation nationale et d'une importation internationale, avec un effet de circulation bilatérale qui aurait l'air comme ça très 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 plaisant intellectuellement, j'ai envie de dire. Je note aussi, ce qui me paraît important, c'est que les éditions Proximité, au départ, ils s'étaient réunis au départ avec deux autres maisons d'édition, les éditions de la Ronde et les éditions Interline. Donc ils avaient fusionné avec une sorte de répartition, j'ai envie de dire générique. Le Proximité s'attelant au roman, Interline plutôt aux essais, et Ronde plutôt à la poésie théâtre. Et ce que dit François Knémé, c'est que après 9 ans de collaboration, il dit 140 livres écrits ensemble, c'est-à-dire cette maison d'édition, j'ai envie de dire triangulaire ou à 3 têtes, donc une association d'éditeurs, il décide de reprendre son autonomie.
Et il me semble que ce mouvement, j'ai envie de dire centripète, c'est-à-dire de fusion des maisons d'édition, puis un mouvement d'autonomie, de centrifuge, j'ai envie de dire, des maisons d'édition, peut-être, enfin vous me direz si vous en êtes d'accord, caractéristique, ce mouvement alternatif, j'ai envie de dire, peut-être donne à réfléchir sur justement cette réflexion sur la différence entre autonomie et indépendance des éditions africaines. Et la notion d'indépendance me semble importante. On se rappelle que en 2018, Elisabeth Daldoul co-signe une tribune de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. Nous, éditeurs indépendants, vivons et faisons vivre la francophonie. Autrement dit, une sorte de prise de position, j'ai envie de dire, idéologique, mais également économique, où elle développe des idées comme la notion de coopération, des coéditions solidaires. Et par exemple, elle rappelle que la pratique préoccupante du don du livre, qui va, selon elle, contre un écosystème des livres locaux. Troisième exemple de succès qui me paraît également important, très récent, celui de l'écrivaine Émilienne Malfato, aux éditions Elisade, avec son roman « Que sur toi se lamente le tigre », puisqu'elle vient d'obtenir en mai 2021 le Goncourt du premier roman. Et ce qui me paraît intéressant, c'est et on en a parlé rapidement ce matin, vous noterez également, c'est le discours des éditeurs sur leur pratique éditoriale, qui effectivement parasite notre réflexion, puisque c'est aussi un de nos modes d'accès. Alors, je note que dans ces revendications, ce qu'elle essaye de promouvoir, donc je parle des éditions Elisade, c'est bien sûr l'idée de publier des auteurs tunisiens, mais de favoriser une circulation, on pourrait dire, au Maghreb, c'est-à-dire non plus une circulation vectorisée, j'ai envie de dire nord-sud ou sud-nord, mais une circulation, j'ai envie de dire multidirectionnelle, c'est-à-dire qui essaimerait à la fois au Maghreb, mais également dans toute l'Afrique. Et elle revendique cette volonté de circuler. Il me reste plus qu'une minute. D'accord. Alors bon, là je vais vraiment être obligée d'aller très vite. Je vais terminer juste donc sur ce point. Et ce qui me paraît également intéressant, c'est qu'elle fait le choix de la fiction, ostensiblement, qui n'est pas une tradition en Tunisie, et elle fait également le choix de faire connaître des auteurs du nord au sud, et je pense à l'ouvrage de Michel Perrault, Des femmes rebelles, qu'elle publie. Et vous noterez que l'ouvrage d'Émilienne Malfato porte sur la question du féminicide. Alors, l'action se passe en Irak, c'est-à-dire au Moyen-Orient, mais et de même que le roman d'Amadou Amal portait sur la maltraitance féminine, c'est-à-dire une articulation de problématiques nationales ou de problèmes, même on pourrait dire nationaux, que sont la maltraitance des femmes, mais en écho avec une résonance internationale. Voilà, j'ai parlé trop longtemps que je n'ai pas le temps de développer ni sur la jeunesse, parce qu'on me dit qu'il me reste qu'une minute. On aura sans doute le temps de le développer à travers les questions, sans doute de notre auditoire, j'espère. Ni sur le numérique, mais si vous me posez des questions... On va enchaîner justement pour vous donner l'occasion d'en parler. Merci beaucoup Frédéric pour cette intervention, et justement pour ne pas de créer de frustration, j'aimerais lancer la discussion. Nous avons 10 minutes devant nous pour justement poursuivre sur ces thèmes très, très passionnants que vous n'avez pas pu encore traiter. En tout cas, merci pour ce voyage à travers le continent africain et à travers ses auteurs et ce dynamisme. Donc, est-ce que quelqu'un dans la salle virtuelle ou la salle réelle veut prendre la parole pour que Frédéric puisse poursuivre et nous éclairer de ses lumières concernant les deux autres thèmes? Oui, vous aimeriez avoir... On va vous donner le micro. Voici, madame. Merci. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Je suis très frustrée pour la suite parce que je travaille dans l'édition en Guinée et le numérique est une des pistes qu'on explore pour amener les enfants à la lecture, les adolescents à la lecture, et on fait de l'édition jeunesse. Et c'est le secteur dont je m'occupe le plus. Donc, vraiment, je serais très contente que vous puissiez
Avec plaisir, si vous me laissez 1h30. Et puis bon, pour venir me chercher demain matin. Non, alors oui, effectivement, ce qui est intéressant alors j'ai appelé ça les défis. Deuxième défi, la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée qui paraît intuitivement logique de se dire qui est développée par les éditeurs pour les éditions pour la jeunesse, que c'est pas simplement parce que ça serait un terreau rentable en fait, parce qu'il y a des enfants, et aussi ce que disent les éditeurs, c'est que les parents sont de plus en plus prêts à dépenser pour leurs enfants. Plus intéressant, François Knémé par exemple également en parle, c'est l'idée que les enfants sont les lecteurs de demain, et donc on a vraiment cette idée du nouveau défi. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est pas forcément une tradition, alors je veux dire africaine, je prends le terme de manière extrêmement générique, enfin large, hein, donc c'est imprécis, mais c'est pas complètement dans la tradition, et donc du coup il y a comme ça une sorte de revalorisation de ce type de médium qu'est la littérature de jeunesse, avec notamment ce qu'on remarque, je voulais vous parler d'Ago Média, Ago Édition, avec cette idée d'adapter d'une certaine manière des modèles, on va dire occidentaux ou internationaux, que sont par exemple les super-héros, à un patrimoine culturel africain. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que ce qui est revendiqué, enfin ce qui est mis en avant, c'est l'idée aussi qu'on utiliserait, s'opérerait ce qu'on appellerait une substitution culturelle, c'est-à-dire on change de patrimoine culturel et on remplace un patrimoine culturel occidental en Afrique par un patrimoine culturel africain. Et autre chose, hein, pour aller vers aussi le numérique, évidemment on postule, mais c'est un défi, hein, on se donnera rendez-vous dans 5 ans, on verra si c'est juste. On postule effectivement que les enfants ont une accessibilité aux réseaux sociaux, aux médias numériques, qui va les porter vers un des défis de demain qui est en train de se développer, qui est le livre numérique, et que paradoxalement, évidemment, la crise du Covid a accéléré d'une certaine manière. Est-ce que vous êtes satisfaite de ce complément? Oui. Merci beaucoup, Frédéric. Et on a aussi la dernière thématique que vous vouliez aborder. C'était le livre numérique, hein, c'est la question, parce que c'est intéressant parce que c'est la grande. Alors cette thématique existe, hein, vous avez vu depuis 2010, donc en fait là on a fait déjà 10 ans. Ce que le Covid, j'ai envie de dire, déclenche d'une certaine manière, mais qui pose, en fait, il faut quand même le dire, des tas de problèmes. Ne serait-ce que par exemple, on parle là des livres jeunesse, hein, par exemple la bande dessinée n'est pas génialement adaptée au livre numérique, hein, tout simplement, mais aussi que ça pose des problèmes évidemment de sécurité. Je parle pas simplement des paiements en ligne, mais sécurité pour les auteurs, que leur livre ne soit pas tout simplement pillé. La question ici de la sécurité du livre qui ne soit pas pillé par les internautes est quand même une question évidente. Et c'est vrai que alors aussi parce qu'il y a des questions, on dit oui, non, tout le monde n'a pas encore une liseuse, une tablette et n'est pas complètement habitué à cette utilisation numérique. Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que le Covid a accéléré la création de plateformes numériques, et pour ceux qu'on peut en voir, on peut penser aux éditions Nena, c'est un des exemples qui est vraiment en poupe. Diaspora Noire aussi, qui est vraiment très intéressant, qui développe par exemple des sites multilinguistiques, enfin en tout cas, c'est-à-dire à la fois par exemple pour Diaspora Noire, à la fois en français et en arabe, et on se dit que effectivement l'idée, c'est aussi que tout le monde, les gens puissent accéder au site, pas simplement avec la langue française. Alors, ce qui est clair, c'est que la pratique reste quand même à ses débuts. Elle fonctionne, mais par exemple, Nena, le catalogue de Nena, de la bibliothèque de Nena, c'est 3200 livres. La bibliothèque, puis il y a bibliothèque numérique et librairie numérique. 3200 livres, ça reste quand même, modeste, on le voit en termes de chiffres. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question, on va prendre une dernière question dans la salle. Ok, merci. Madame Toura, désolée pour... Tout doigt sur la pierre. Désolée. Non. En fait, j'aimerais réagir sur la question des subventions. Je me posais la question, déjà j'en parlais avec mon collègue, disons que les subventions... Ah ok, les subventions
Ok, merci. Les subventions, voilà, c'est bien, mais pour quel discours éditorial en fait? Déjà, la question subvention, qu'est-ce que vous appelez subvention? Est-ce que ça vous appelez ça aide de l'État? Subvention, ça veut dire quoi? Est-ce que vous appelez aide de l'État? Par exemple, quand on travaille, je me suis rendu compte que de plus en plus d'éditeurs, enfin pas de plus en plus, mais enfin des éditeurs, on va dire, s'appuient sur des ONG qui aident en fait à une sorte de, j'ai envie de dire, de mécénat, peut-être plus ou moins intéressé, bien sûr, mais une forme de mécénat, et qu'il y a des ONG qui soutiennent. C'est par exemple pour les éditions jeunesse, c'est le cas, les éditions Ago. Il y a donc je sais pas, parce que subvention vous voyez, c'est pas forcément, enfin, après, chacun pense qu'il veut, mais c'est pas forcément négatif et on n'est pas forcément un traître à sa patrie si on accepte de l'argent. Parce que l'édition, avant d'être rentable, et voilà, les éditeurs sont pudiques et ne le disent pas, mais avant d'être rentable, c'est quand même très, 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 très compliqué. Mais pardon. Je l'entends très bien. En fait, ma question, en fait, faisait référence bien sûr à la subvention par rapport à l'aide, voilà, des organisations de l'État, et je me suis dit que lorsqu'on est subventionné, en guillemets, je dirais par l'État, il va de soi quand même que le discours qu'on peut avoir ne sera plus, je dis, très 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 objectif. Je prends par exemple le cas de la question politique. Au Gabon, si aujourd'hui j'écris, je peux prendre l'exemple d'une thématique qui touche en quelque sorte le pouvoir en place, je pense pas que mon œuvre déjà sera éditée dans une grande maison d'édition, en guillemets, ou encore appréciée, je sais pas, en tout cas, du point de vue, voilà, de la voilà. Non, mais là vous avez tout à fait raison. Enfin, effectivement. Si on est aidé, la voix n'est pas totalement libre. Mais je veux pas remettre en cause. Vous avez tout à fait raison. Mais les maisons d'édition reçoivent des subventions. Vous voyez, alors c'est pas du même ordre, mais si vous faites en France, il y a des subventions du CNL. Alors c'est pas du même lieu. Peut-être qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait réfléchir. C'était trop vite, mais une des questions qui se pose, c'est et ce que réclament les éditeurs, c'est une politique nationale ou une politique publique du livre. Et c'est ça qui manque cruellement. C'est-à-dire qu'en France, le prix du livre c'est un prix fixe édité par l'État, et ce n'est pas le cas. Je pense que vraiment ce qui donnera à réfléchir, c'est qu'il y ait une politique nationale avec il peut y avoir des subventions de l'État, et on pourrait se dire finalement c'est peut-être pas, mais qu'elles soient, j'ai envie de dire, légiférées en fait. Et d'ailleurs c'est ce qui pose problème en fait avec le numérique, c'est qu'il n'y a pour l'instant aucune législation sur le livre numérique en Afrique. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de loi du tout, il y a aucun contexte juridique, il n'y a aucun cadre juridique pour la publication de livres numériques en Afrique. Ah, ok, merci. Merci beaucoup, Frédéric Toudoir-sur-la-Pierre, pour votre intervention. Vous voyez beaucoup de questions soulevées, de grands défis, de nouveaux outils, et puis le besoin de légiférer dans tout cela. Nous allons passer à la deuxième intervenante. Il s'agit de Ferdulis Odome-Angone. C'est une enseignante-chercheuse gabonaise, professeure à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, au Sénégal. Elle enseigne les littératures diasporiques. Elle est aussi critique, écrivaine et auteure très remarquée d'un ouvrage intitulé « Femmes noires francophones » qui a été publié fin 2020 aux éditions Kala Herman. Ferdulis Odome-Angone, êtes-vous avec nous? Nous entendez-vous? D'être avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons. Ok, parfait. Oui. Alors, bonsoir tout le monde et merci pour l'opportunité qui m'est offerte. Votre micro est coupé. Ah, voilà. On va donc se contenter. Je dois quand même aussi souligner qu'il y a quelques années, lorsque j'étais enfant, mes grands-parents disaient qu'il était possible d'être physiquement dans... Nous avons un petit problème de micro. Faire confiance à l'expertise africaine sur certains points spécifiques. Alors, depuis la publication de mon... Ferdulis, nous avons des intermittences de micro fermé, micro ouvert.
Votre micro est encore fermé, je crois. Il faudrait peut-être parler avec le chat. Peut-être, si elle ne nous entend pas, elle pourra nous lire. Vous étiez coupé pendant quelques secondes. On est désolé. Je ne sais pas si on m'entend. Nous vous entendons. À présent, nous vous entendons. D'accord. Ok, parfait. Faut recommencer un petit peu. Ah d'accord. Heureusement que c'est un texte. Je vais donc reprendre. Très bien, merci. Depuis la publication de Femmes noires francophones, je disais, et la persistance de la question où peut-on trouver ton livre ou encore où peut-on acheter ton livre, je voudrais partager de façon holistique quelques impressions sur l'état des lieux de l'industrie du livre en Afrique subsaharienne. À titre personnel, j'ai quelquefois pensé que cette question était une interpellation stérile, puisqu'un livre s'achète de toute évidence dans une librairie. Cependant, une préoccupation récurrente exprimée par plusieurs individus à des lieux géographiques insurmontables mérite une attention toute particulière à partir d'une perspective critique sans doute subjective, puisqu'il s'agit pour le cas d'espèce d'un conflit d'intérêts entre l'objet et le sujet du discours. J'entends et je reçois cette question désormais comme une sonnette d'alarme et un cri de détresse sur l'existence précaire du livre comme industrie en Afrique subsaharienne où les coûts de production, les mécanismes d'édition et la chaîne de diffusion, donc de circulation, rencontrent des difficultés d'ordre conjoncturel. J'ai décidé de publier le livre sous forme d'essai, en lieu et place d'une fiction, pour occuper une territorialité politique, donc pour des questions idéologiques. À partir d'un constat banal qui me conduit à dire que l'expérience accorde une légitimité de fait, mais dans un contexte où les circuits de reconnaissance officielle ont sacralisé l'écriture d'imprimerie en tant qu'outil implicite de validation des savoirs et peut-être de visibilité institutionnelle, le livre accorde une présomption d'expertise, pouvant faire de l'auteur, en guillemets, une voix autorisée sur des questions spécifiques. C'est sans doute très discutable, mais ce mécanisme fait partie aujourd'hui des codes de crédibilité en vigueur pour cerner la teneur du discours d'un individu et par ricochet la problématique ou le leitmotiv de ses idées afin de lui prêter éventuellement une oreille plus attentive. 2020, comme année de publication de mon essai, relève d'un caprice de l'auteur pour des raisons purement fétichistes. Je voulais faire coïncider l'année de publication avec le 60e des indépendances africaines, couplé au 50e de la francophonie pour en faire une démarche politique. Le titre du livre étant une fausse piste pour titiller et susciter le débat, car il s'agit en réalité d'une boutade pour démystifier trois concepts clés, à mon sens incongrus, articulés autour d'une identité inventée. En tant que cliché historique, devenu de nos jours une condition socio-politique étriquée, être femme et noire. De façon spécifique, dans les espaces subsahariens qui s'expriment officiellement en français. J'inclus les femmes subsahariennes dans la catégorie de femmes noires parce que la femme africaine est une sous-catégorie de cette condition. La date de publication de l'ouvrage, c'est-à-dire sa sortie officielle, envisagée idéalement pour mars 2020, a été retardée à cause d'une crise sanitaire coronavirale qui s'est imposée dans tous les agendas de l'après 2020, comme crash téléologique sans précédent, récession épistémologique de la pensée contemporaine, blackout statistique, collapse structurel, cas d'école dans tous les secteurs et divers domaines, disruption des modalités du regard, dérèglement de la pensée globale, reformulation des rapports sociaux, collision tectonique majeure du XXIe siècle et peut-être indicateur d'une régénérescence impérative pour une nouvelle humanité en partage. Pour être honnête, même si la phase de rédaction s'étend sur une période d'au moins 10 ans, en discontinu, je dois aussi souligner que je ne suis pas l'auteur la mieux indiquée pour finaliser un ouvrage. Un syndrome d'imposture contracté depuis l'enfance semble mettre un point d'honneur à ne jamais me laisser mettre un point final, s'obstinant à recourir sans relâche à des points à la ligne, ce qui se traduit par des nuits blanches liées à des corrections parfois futiles, à la recherche d'un mot juste, relevant la plupart du temps d'un simple fantasme d'écrivaine, ou peut-être
la conséquence d'incertitudes omniscientes étant entendu que le mot juste ou la phrase parfaite est aussi improbable qu'étreindre la circonférence d'un baobab entre ses deux bras. Pour des questions stratégiques de visibilité, le choix des éditions Hermann, basées à Paris, est animé par la création de la collection Kala Éditions, dirigée par Mounirou Diallo et Babacar Mbaye. La collection reçoit des ouvrages, enfin des manuscrits, semble-t-il de qualité, de la part d'universitaires africains et africaines vivant sur le continent. Indépendamment du fait que tous deux soient mes éditeurs, ils sont aussi d'abord des collègues avec qui j'ai antérieurement travaillé sur des initiatives littéraires organisées par le département de philosophie de l'université Cheikh Anta Diop où ils sont en poste. Ils connaissent mon style et ma démarche. Je suis incapable d'écrire de façon conventionnelle parce que mon écriture et mes problématiques s'éloignent des maquettes préfabriquées en s'alimentant justement sur le plan esthétique et épistémologique de la transgression, de la dissidence et des formules, formats et formulations non alignées. Je ne voulais donc pas écrire un livre scientifique entre guillemets traditionnel à partir d'une distance critique voulue neutre, parce que dans cet essai, le prisme intersubjectif du jeu intersectionnel brouille les pistes du lieu de l'énonciation et de la perspective critique, l'auteur étant aussi bien l'objet d'étude que le sujet du discours. La collection de Mounirou et Babacar est à l'origine de la création d'une maison d'édition de droit sénégalais, Hermann Kala Éditions. L'auteur envoie son manuscrit à Paris, certes, mais son acceptation après validation de sa pertinence est conditionnée ou déterminée par Dakar. Pour tout contrat en Afrique avec Hermann Paris, c'est Hermann Kala qui signe avec l'auteur. La mise en page et la fabrication technique a lieu à Paris. Le travail éditorial se fait donc de part et d'autre à différentes étapes. Dans le but de minimiser les coûts de transport du livre, la version papier vendue sur le continent et imprimée à Dakar diffère en termes de qualité de celle de la version vendue à Paris ou commandée en ligne, même si le contenu reste inchangé. Toutefois, la difficulté en termes de diffusion, donc de circulation, demeure entière en Afrique, parce que l'ouvrage n'est disponible sur le continent qu'à Dakar et les canaux de distribution semblent poser un problème, dans la mesure où la gestion du transport n'a pas vraiment été pensée pour faciliter la traversée des frontières sans le recours au système D de débrouillardise ou I d'informel. En tant que consommatrice du Made in Africa, par exemple, j'ai par exemple eu l'occasion à maintes reprises de constater que certains artisans de l'industrie du textile basés au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Bénin, auprès de qui j'achète régulièrement des collections ou des produits, ont noué des partenariats avec un service de qualité comme DHL, assez omniprésent sur le continent, pour minimiser considérablement les coûts de transport de leurs marchandises. Les éditeurs Vous êtes de nouveau coupé. Votre micro a été coupé juste quelques secondes auparavant. Père Dulis. Père Dulis a disparu, mais elle va revenir. Nous entendons votre voix par intermittence. Nous entendez-vous? Voilà, vous êtes de nouveau. C'est bon, on vous entend de nouveau. Ah, d'accord, parfait. Alors, au niveau de la communication promotion. Le son a disparu de nouveau. Je ne sais pas ce qui se passe de votre côté. Je fais un signe. Oui, ça se coupe constamment. Je ne sais pas si c'est une question de bouton. Alors, ça se coupe, je crois, c'est parce qu'au moment où parfois des gens m'appellent parce que je suis connectée sur mon téléphone. Ah, c'est fort possible. Je coupe l'appel, je crois que c'est ce qui crée cette interférence-là. Désolée, hein, ce sont les aléas numériques. On est dans le même bain. Alors, je disais qu'au niveau de la communication promotion de l'essai, tout ne dépend pas toujours de l'éditeur ou de l'éditrice. La plupart des invitations reçues, dans mon cas, tiennent de l'actualité corrélée à un agenda politique synchrone sur les questions jugées féministes mises en lumière
par la nouvelle vague des mouvements militants ou cyber-militants, tous azimuts, post-MeToo, hors des sentiers battus. Ma participation, par exemple, à l'émission de 7 milliards de voisins de RFI en janvier 2021, portant sur pourquoi les femmes manquent de confiance en elles, a été jugée opportun parce que l'ouvrage est traversé par le sentiment d'imposture sans le nommer. L'équipe avait déjà fiché Elisabeth Kadosh et Anne de Montarlot, co-autrices de Le syndrome d'imposture, pourquoi les femmes manquent tant de confiance en elles, publié aux arènes en 2021. La pertinence de ma participation au débat offrait peut-être une autre perspective, parce que l'ouvrage des précités n'aborde pas l'angle des femmes noires et plus précisément des femmes africaines assez souvent éclipsées des questions jugées féministes de façon générale. Faut-il le rappeler, le livre est une réflexion sur le patriarcat et le racisme en tant que tandem d'assignation des corps construits comme femmes et noirs. Mon passage à venir, je dois le dire, le 23 juin, par exemple, à nouveau sur 7 milliards de voisins, à l'occasion de la Journée mondiale des veuves, est justifié par le motif liminaire à l'origine même de l'essai que j'aborde dans le chapitre intitulé « À la mort de mon mari, j'ai découvert le racisme ». C'est peut-être ce qui motive une énième fois une invitation. La présentation officielle du livre en décembre 2020 à Libreville et relayée au journal télévisé de Gabon 24 est un hommage symbolique au pays de mes premiers balbutiements. Étant donné que les témoignages portant sur les cas de tentatives de viol incestueux que je partage dans un des chapitres sont essentiellement tirés des volontaires anonymes de ce pays. Mon bref passage, je dois le dire, et je vais vous dire pourquoi, mon bref passage sur Priorité Santé, le 5 mars 2021, avait pour but de donner mon avis sur le thème « Question de femmes, Mama Solo ». C'était un but toujours purement militantiste, parce que je voulais parler de la monoparentalité des femmes en situation de veuvage, l'angle d'analyse étant souvent polarisé sur les parents divorcés. Ma participation à la même émission en octobre 2020 est le catalyseur du titre définitif de l'essai. Le sujet porté sur les femmes débordées, dont la thématique en sociologie du travail se nomme la double journée des femmes, la double journée de travail des femmes. Il s'agissait de parler de la charge mentale, puis de savoir comment concilier vie professionnelle et personnelle quand on est une femme africaine, lorsqu'on se sent débordé par la répartition inégale des tâches domestiques et l'activité professionnelle. L'expert invité était un psychologue, psychothérapeute basé à Dakar, que je ne connais pas personnellement et dont je tairai le nom par discrétion. Il est sans doute un expert dans son domaine. Toutefois, je fus ahuri de constater combien la cécité structurelle ne lui fit jamais pointer du doigt l'impact systémique du poids du patriarcat dans la charge mentale des femmes africaines. Ce jour-là, je me suis demandé, en tant qu'auditrice avertie, pour qui parlaient les experts et surtout, d'où parlaient-ils? Parce que le regard hégémonique masculin de l'expert semblait si inconsciemment imbriqué dans son approche dite scientifique. Ma contribution dans cette émission tenait d'une volonté de déconstruction de la femme africaine sacrificielle, dont le profil souvent admiré ne tient que rarement compte de l'expérience de l'intérieur, dans le but de conforter les mobiles d'une convention sociale unilatéralement scellée à son insu. En guise de conclusion, à mi-chemin de cette aventure, je voudrais préciser que ma contribution dans les espaces grand public est de façon générale une promesse que d'aucuns peuvent juger militante pour sortir de la bulle élitiste, nombriliste et quelque peu soporifique, voire suffocante du monde universitaire, même si finalement je fus rattrapé par une irruption dans un amphithéâtre facultaire de mon université le 23 avril dernier, lors de la Journée internationale du livre. En fin de compte, après tous ces détours, un retour à la question principale s'impose. Où trouve-t-on les livres de la littérature africaine en Afrique francophone? Et je le rappelle, ce n'est pas une question futile, dérisoire ni superfétatoire. À cette question pas tout à fait banale, je répondrai simplement nulle part. En tant qu'enseignante-chercheur, je ne parle pas de la question de la censure politique
qui se situe au niveau de la sélection des corpus, parce que l'université n'est pas neutre, contrairement aux idées préconçues. Et là encore, tout est si subtil que l'invisibilité institutionnelle n'est pas perçue comme relevant frontalement d'une question de censure. Où se déroulent, par exemple, les plus grands livres, les plus grands salons du livre africain d'expression française, où se publient, entre guillemets, les plus grands livres de la littérature dite africaine diffusés en français, en espagnol, en portugais, et j'en passe. Quand je dis nulle part, je parle d'une organisation culturelle du livre solidement ancrée dans l'imaginaire collectif. Quand je dis nulle part, je fais référence à un agenda littéraire comme toute autre activité de la vie quotidienne. Et pourquoi pas d'un salon du livre africain ou d'un salon africain du livre de grande envergure organisé géographiquement sur le continent où convergeraient une fois l'an au moins des écrivains de tout pays et un lectorat de tous bords vers un point de rencontre et d'échange. Quand je dis nulle part, je ne parle pas de ces rencontres hyper médiatisées que je ne citerai pas, financées par des multinationales ou des fonds internationaux, souvent organisées dans l'escarcelle d'un élitisme excluant, annexés à des circuits universitaires, pensés entre clubs d'amis ou de potes, autour d'un groupuscule de fans et quelques convaincus. Les écrivains africains ne le sont que de nom. La plupart ont pignon sur rue en Europe et c'est à peine si dans leur pays d'origine on peut accoler leur nom à des visas spécifiques, puisqu'une frontière sans raison se dresse systématiquement entre leur cadre de production, l'imaginaire entre guillemets africain véhiculé dans leurs ouvrages et leur lieu de résidence. Leur plus grande légitimité, souvent brandie en guise de passe-droit pour s'arroger l'autorité de parler au nom de l'Afrique, ne tient souvent qu'au fait qu'ils ou qu'elles seraient nés de parents africains, que leurs ancêtres y sont enterrés et que leur enfance a eu lieu en Afrique. Si on vous parle, entre guillemets encore, de 20 grands écrivains africains ou africaines, plus de la moitié a déserté le continent depuis des lustres et n'y reviennent que pour avoir de la matière pour son prochain ouvrage ou son prochain essai. L'Afrique est un hub créatif à ciel ouvert. On y vit encore des faits ubuesques qui subjugueront les lecteurs et lectrices avides d'exotisme, de voyeurisme et de dépaysement. Et ce sont ces lecteurs et lectrices avides d'exotisme qui achètent le livre. Donc, si on veut vendre son produit, il vaut mieux ménager le consommateur ou la consommatrice. Le livre est une industrie, on vous le dit, les maisons d'édition ne vivent pas du vent. Je répète, où trouve-t-on les livres de la littérature africaine en Afrique? Et ce n'est pas une question futile, dérisoire, ni superfétatoire. À cette question, je rébellote nulle part. Merci pour votre écoute et votre attention. Merci infiniment, Ferdulis Odomé-Angone, pour ce témoignage authentique et qui fait suite à l'intervention de Frédéric Toudoir-sur-la-Pierre. Et un cas particulier, un autre cas particulier singulier, frappant. Merci pour votre sincérité et tout ce que vous venez de partager. J'imagine qu'il y a des personnes qui aimeraient rebondir sur ce témoignage, des personnes de la salle peut-être, ou peut-être des intervenants sur écran, des questions en chat. En tout cas, il est très intéressant d'écouter votre démarche d'écrivaine, d'écrivante, et de voir tout ce parcours de l'écriture à l'édition, et de voir cette diffusion et comment vous vous engagez dans toutes ces interventions médiatiques pour partager votre message et le faire porter au plus fort et au plus haut. C'est très, très stimulant et très passionnant. Y a-t-il des questions dans la salle ou êtes-vous satisfait et nourri suffisamment? C'est vrai que c'était une intervention Samy prenante. Oui, je pense que pourquoi il n'y a pas de questions? Parce que bon, qu'est-ce qu'il faut dire, hein? Parce que ce sont des questions que nous abordons tous, hein. Sous cet angle-là, moi, j'ai consacré même un livre à ces questions-là, la couleur de l'écrivain, pour montrer quand même qu'en réalité, toutes les questions que nous prenons comme anodines sont plutôt les seules qui méritent réflexion. Ce n'est pas seulement où trouve-t-on le livre des Africains en Afrique. C'est aussi
pourquoi n'écrivez-vous pas dans vos langues maternelles? Ces questions-là, moi, je les ai traitées aussi dans La couleur de l'écrivain. La question réside même beaucoup plus loin. Dans quelle mesure peut-on parler de littérature africaine? Même quand elles s'écrivent de temps en temps dans nos langues maternelles, dans quelle mesure peut-on parler de littérature africaine quand la souveraineté du schéma occidental est le lieu de naissance de ces littératures-là? Même quand nous écrivons dans nos langues maternelles, nous écrivons parfois en référence indirecte au schéma occidental. Dans ce cas-là, nous nous inscrivons dans ce schéma et dans ce champ occidental en nous adressant implicitement ou explicitement à ce champ-là occidental. Il y a une rupture très profonde entre le désir de communiquer et peut-être la cible dite africaine. Au-delà même de la question de lecture qui n'entre pas dans les préoccupations du grand nombre sur le continent, parce qu'il faut aussi le dire, il y a quand même pas mal de personnes, la lecture n'est pas dans leurs préoccupations. Au-delà de cette rupture-là, il y a une question même de possibilité de communication. On écrit pour qui? Parce que cette question-là aussi est posée. Vous écrivez pour quel public? On ne choisit pas son public, mais on est au moins conscient que le public qui reçoit nos livres, qu'on vende un exemplaire et demi par an ou qu'on en vende 10 000, ce public-là, il est occidental. En grande majorité. Et pire, ce n'est pas seulement quand on vit en France ou à Londres ou à New York, c'est que pas mal d'écrivains sur place dans les pays africains aspirent à être publiés ailleurs, en France. On a parlé de Amal Gaili, que je connais très bien, que je connais depuis plus de 10 ans, dont j'ai lu les différentes versions de Mounial avant qu'il ne devienne le livre primé. Je peux témoigner de façon de l'intérieur par rapport à son livre, son dernier livre, Mounial, ressorti en France sous le titre Les Impatientes. On connaît Les Impatientes. Amal Gaili a vendu, vous parlez de 10 000 exemplaires, peut-être un peu plus maintenant, pour une bonne raison. Le livre a quand même eu le prix Orange Afrique. Bon, le prix Orange Afrique, ce n'est pas un prix africain. C'est Orange Afrique, qui est un prix qu'on décerne à un écrivain africain, écrivain en langue française, où qu'il vive, mais dont l'éditeur est basé dans un pays africain. L'aventure internationale d'Amal commence avec le prix Orange parce que dans le cahier de charge du prix Afrique, il y avait cette, on va dire, ce devoir d'être, pour le livre d'être repris en France et d'être édité ou réédité par d'autres éditeurs africains. Au Burkina, il est réédité, par exemple. À un moment, la question qui se pose, parce que pour qu'il sorte en France, il a été réécrit entre l'auteur et l'éditrice. Il y a eu un retravail. Ce retravail n'est pas juste un retravail pour la qualité. Il est un retravail pour au moins tenir compte d'un public. Parce qu'il passe du public potentiel africain au public français. La réécriture a aussi cet objectif. Je le dis de façon très ferme parce que je discute avec l'auteur tout le temps. Ça a été nos discussions quand j'étais récemment au Burkina Faso, elle au Cameroun au téléphone. Elle n'aime pas la version française et sur le continent africain, elle en a refusé la circulation. Ce livre est mis au programme dans les lycées en terminale. Amal a refusé que sur le continent africain, on fasse circuler Les Impatientes. Le livre qui est au programme, c'est Mounial. Elle dit, le livre, la version que j'aime, c'est la version africaine, c'est Mounial. C'est-à-dire, cette question-là maintenant, où peut-on trouver les livres d'Amal Gaili? Moi, à ta réponse nulle part, je répondrai
les livres d'Amal Djaili, on peut les trouver dans son cœur et dans le rapport qu'elle pense que son livre, dans son cœur, entretient avec le continent où elle vit. Merci beaucoup. Oui, si vous me permettez, je vais réagir là-dessus parce que je suis éditrice en Guinée et les éditions Gandal ont racheté les droits dans le cadre de l'Alliance des éditeurs indépendants avec les éditeurs je sais pas, on doit être 6 ou un peu plus éditeurs à avoir racheté les droits pour l'Afrique. Et vous me rassurez en me disant que l'édition française n'aura pas le droit de diffuser en Afrique parce que j'en avais très peur. Voilà. Donc, effectivement, on peut le voir, on peut trouver ce livre dans plusieurs pays et il a eu tout de suite du succès. Par exemple, en Guinée, il y a un lectorat qui s'est très vite manifesté parce que c'est un thème, le thème des femmes, du mariage, de la polygamie, c'est des thèmes vraiment très très forts qui intéressent et qui impliquent tout le monde. Et on a eu beaucoup de lecteurs masculins, ce qui m'a beaucoup étonnée. Je suis naïve. Merci beaucoup pour ces compléments et ces rebondissements. Est-ce que Ferdulis Odomé-Angoné, vous voulez à votre tour reprendre la parole pour rebondir sur ce qui a été dit? Alors, tout comme Saint-Michel l'a dit tout à l'heure, je ne trouve parfois pas de mots parce que je pense qu'on se complète. Ce qu'il dit complète ce que j'ai, enfin, la boutade ou la présentation que j'ai faite tout à l'heure. Les réalités sont d'ordre structurel, j'en sais rien, conjoncturel, mais en fait ce que je me demande, ce que je constate, c'est que lorsqu'on est écrivain en guillemets africain, cela veut dire lorsqu'on a une nationalité africaine, en fait, je préfère penser que la question de l'africanité d'un écrivain est associée à sa nationalité juridique. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle être un écrivain africain. Lorsqu'on est un écrivain africain et qu'on vit sur le continent, il faut quand même dire qu'il y a plusieurs questions de visibilité. Et si, par exemple, à titre personnel, je décide de ne pas me faire publier par une maison d'édition qui se trouve à Libreville, puisque je suis d'abord gabonaise, c'est pour plusieurs questions aussi, c'est pour des questions de qualité. C'est peut-être dur de le dire ainsi, mais c'est que lorsque vous présentez votre livre, ou lorsque vous publiez un livre, en ligne, la première question, c'est où se trouve votre livre. Alors, ce que je ne vais pas faire, c'est de devenir éditrice. Je ne suis qu'écrivaine. Et ce qui est dommage, c'est que les écrivains africains finissent par faire, entre guillemets, le boulot des éditeurs. Et moi, je rêve d'un jour où je n'aurai pas besoin de trouver des arguments stériles pour contenter un lectorat qui est là. Parce que lorsque je suis allée à Libreville, j'ai parlé avec des gens qui n'étaient pas forcément des littéraires, qui n'étaient pas forcément habitués, entre guillemets, à lire des livres, mais qui ont été interpellés par les contenus de ces livres-là. Et tout de suite, ils m'ont dit, comment faire pour avoir votre livre? Et c'est la question qui vaut 1 million d'euros, parce que je ne peux même pas leur dire qu'en fait, le jour où je devais présenter le livre, il n'était pas encore physiquement à Libreville. Il est arrivé le matin par Air Côte d'Ivoire. C'est incroyable parce qu'on vit des situations ubuesques. Au moment où on devrait se préparer pour sa présentation, on est en train de littéralement croiser des doigts pour que des exemplaires arrivent au moins symboliquement le jour de la présentation, parce qu'on ne peut quand même pas parler d'un livre en son absence. Donc ce sont des situations comme ça qui sont assez interpellantes et je me dis, est-ce qu'il va falloir qu'un jour nous devenions non seulement des écrivains, mais aussi des écrivains éditeurs ou éditrices? Donc c'est cela mon interpellation en fait. Est-ce qu'il faut attendre les politiques pour qu'on puisse diffuser le livre sur le continent? Je n'en sais rien. Donc ce sont des questions que je balance comme ça et on voit comment ensemble on peut y trouver des solutions. Merci infiniment Ferdulis, et ceci fait totalement le lien avec le début de la journée d'études. Je vous remercie encore pour votre communication. Nous avons 5 minutes de pause. Oui, Jean-Michel Deveza. C'est pas parce que je suis Jean-Michel Deveza je voudrais juste dire 2 choses. Ferdulis, je voudrais te remercier parce que ton intervention était émouvante et pertinente. Et ici, dans la salle, on a ressenti beaucoup de choses. Donc, je voulais te le dire. Et je me permets
juste deux choses rapidement. C'est que ce matin, en ouverture, je disais, moi j'aime travailler avec les amis. Notre amitié, Ferdoulis, est récente. Nous la devons à Frédéric. Il y a dans la salle des amis beaucoup plus anciens. Mais en tant que directeur scientifique de cette journée, je suis très heureux parce que les parents, parfois, on les choisit pas, mais les amis, on les choisit. Et quand on choisit les amis, et qu'on travaille avec eux, eh bien, on balance, je reprends ton expression, les vraies questions. Et en vous écoutant, je me souviens d'un jeune universitaire d'Afrique, pas africain, d'Afrique, qui, il y a fort longtemps, a rué dans les brancards quand il s'est aperçu que ce que les éditeurs pudiquement appelaient la mise en forme d'un manuscrit africain, c'était de faire passer le manuscrit sur le lit de Procuste. Et ça a été très compliqué. Et je trouve que 25 ans après, eh bien on parle de ça, et on parle de ça en d'autres termes, en termes sérieux. Alors évidemment, hein, tu balances, je balance, il y en a, d'Afrique ou pas, qui aujourd'hui ne tiraient pas ça, si nous les avions invités. Mais on les a pas invités. Parce qu'ils nous auraient tout simplement récité des contes de fées. Et nous préférons la littérature. C'est tout.